Sakawa, phishing, Pegasus, voici quelques mois, voire quelques années, que l'on entend parler des cyberattaques de par le monde. Une pandémie 2.0 d'un nouveau genre, communément nommée guerre 4e génération. Plusieurs nations ont été touchées par ces cyberattaques, à l'instar des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, du Royaume-Uni et même de l'Algérie. Les cibles des cyberattaques, généralement, on peut les mettre dans des catégories. Donc, la première cible, c'est les serveurs. Donc, les serveurs, c'est de gros ordinateurs qui font des calculs soit dans des sociétés ou des organisations ou des ministères. Ça peut être, en général, n'importe quelle entité organisée. Donc, ces serveurs-là font des calculs sur des données qui peuvent être confidentielles ou qui peuvent présenter un intérêt pour un hacker, un intérêt financier par exemple ou autre. Ces serveurs sont en général une première cible des hackers. Mais aussi, à l'opposé, il y a les terminaux. Les terminaux, donc ça peut être des ordinateurs portables, des téléphones portables. Ceux-là aussi peuvent être hackés, comme on en a fait l'expérience avec Pegasus dans l'année dernière. L'autre cible, c'est l'infrastructure elle-même. Donc l'infrastructure, c'est par exemple, dans le cas de l'Internet, l'infrastructure, c'est tous les équipements qui permettent de canaliser le trafic Internet. Donc, on les appelle les routeurs. Ces routeurs-là peuvent être pris comme cible. Donc, ils peuvent causer l'arrêt de la communication ou du flot d'informations à travers l'Internet. Qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Qui sont ces hackers ? Quels sont les enjeux politiques et économiques de ces virtuels assauts ? Quels risques encourent les pays frappés ? Comment s'en prémunir ? C'est le sujet de notre enquête. Les cyberattaques, malheureusement déjà, ça date d'une dizaine d'années. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'envergure, c'est vrai, et la multiplicité des techniques utilisées. Les cyberattaques, c'est des actes d'agression qui sont menés dans le monde cyber, qui visent les systèmes d'information et les systèmes de communication des entreprises, des institutions, des administrations, pour différentes raisons, le vol d'informations, destruction, chantage. C'est l'arme actuelle des cybercriminels et de certaines entités affiliées à des États. So, the main targets of cyber attacks are primarily. La cyberattaque peut être définie comme toute attaque contre son infrastructure d'information pour un tiers pour causer des dommages à l'information, à la communication, à l'impact, à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des informations. Il pourrait avoir des répercussions sur la marque, la vie des gens, l'économie ainsi que des répercussions chimiques ou biologiques si les attaques sont menées sur des infrastructures critiques comme les usines chimiques ou les armes biologiques, voire les armes nucléaires. Les cyberattaques sont définies comme des attaques pouvant avoir un impact sur les organisations, les individus et les gouvernements des États. La pandémie de la Covid-19 a démontré que ceux qui maîtrisaient ces technologies ont eu moins de dégâts que les autres pays qui n'étaient pas prêts à cette nouvelle révolution, cette révolution des technologies numériques. Et avec cette pandémie, maintenant, on est obligé d'aller vers la numérisation de tous les secteurs et le développement des services en ligne. Et ces services en ligne, bien sûr, il y a tout ce qui est infrastructure qui assure l'accès
des citoyens, des entreprises à ce réseau, à cet Internet, mais il y a aussi toutes les données qui transitent. Et des fois, c'est des données stratégiques, des données privées, dossiers médicaux, transferts, faire des virements d'argent, payer des factures, etc. Donc, c'est des informations délicates. Et si on arrive, si on n'arrive pas à assurer un service fiable 24 heures sur 24, ça peut causer beaucoup de problèmes. Les cyberattaques ont des conséquences dramatiques sur les victimes. Paralysie des systèmes, détournement ou altération des données, exposition au chantage, retour sur les plus importantes cyberattaques de ces dernières années. On vit dans un monde qui connaît une révolution numérique extraordinaire. Beaucoup de gadgets, beaucoup de smartphones, beaucoup d'applications ont vu le jour ces dernières années et ils sont devenus une partie de notre vie. On ne peut pas se passer d'envoyer des SMS, on ne peut pas se passer d'utilisation des réseaux sociaux, on ne peut pas vivre sans email, on ne peut pas vivre sans Internet. Donc il est devenu une partie de nous-mêmes. Et cette particularité a poussé les gouvernements à utiliser cette technologie pour améliorer les services offerts aux citoyens. C'est pour cela qu'on a découvert ce petit œuf qui a été introduit aux différents secteurs, e-administration, e-commerce, e-santé, e-learning, etc. Et tous ces services qui sont offerts aux citoyens, aux entreprises à travers Internet. Et l'effet de ces technologies est devenu beaucoup plus apparent avec cette pandémie qu'on a vécue. Les pays qui étaient prêts et qui maîtrisaient ces technologies ont eu moins de problèmes et moins de dégâts. Aux États-Unis, en 1999, un adolescent de 15 ans est arrivé à braquer la NASA et le Pentagone. Jonathan James sera le premier mineur américain incarcéré pour piratage informatique. Google a été victime de 2 vagues d'attaques en 2009. La première en mi-décembre, depuis la Chine, une attaque qui a ciblé l'infrastructure de la firme et a conduit à un vol de propriété intellectuelle. L'attaque a permis d'accéder au compte Internet Gmail des militants chinois des droits de l'homme, en ciblant un système mis en place par Google pour fournir aux autorités chinoises des informations sur ses utilisateurs. Néanmoins, les pirates auraient récupéré les titres des messages, mais pas leur contenu. La seconde attaque a quant à elle ciblé des militants des droits de l'homme. Leurs mots de passe de messagerie ont été récupérés grâce au phishing. Le géant Sony a aussi été victime d'une énorme cyberattaque en 2011. Les données personnelles des millions d'utilisateurs du portail interactif PlayStation Network ont été dérobées. L'Ukraine a été frappée en 2017 par une attaque informatique d'une extrême ampleur. Une attaque qui a touché plusieurs banques et entreprises du pays. Les cybercriminels ont utilisé un rançongiciel qui ressemble à WannaCry. Les passagers du métro de Kiev étaient dans l'incapacité de régler par carte bancaire et des banques ukrainiennes ont été contraintes de mettre en pause certains services proposés à leurs clients. Même les vols à l'aéroport de Kiev ont connu d'importantes perturbations. Une attaque qui a également ciblé par la même occasion des entreprises russes. Yes, cyber attack can cripple a nation. If you look at Une cyberattaque peut détruire une nation. Si vous regardez ce qui s'est passé en Estonie, l'Estonie est un pays où de nombreux services étaient numériques. Mais lorsque la cyberattaque s'est produite, elle a paralysé
toute une économie. Les gens ont même eu du mal à retirer l'argent des banques. Il y avait une pénurie d'argent. Les services essentiels nécessaires au maintien de la vie ont également été touchés, de sorte que les gens n'ont pas pu s'approvisionner en eau car les chaudières étaient bloquées à cause de la cyberattaque. Nous avons également vu que les établissements d'énergie nucléaire ont également été attaqués, donc une nation entière pourrait être cyberattaquée et nous avons vu plusieurs scénarios qui se sont produits et l'Estonie était le meilleur exemple. The best example that we saw. Une évasion fiscale à grande échelle. Affaire des Panama Papers, l'Afrique... Les Panama Papers, la cyberattaque la plus médiatique de ces dernières années. En 2016, l'affaire des Panama Papers a mis en cause de nombreuses personnalités politiques. Méo, le virus qui supprime les données avec une ingénieuse touche d'humour. La dernière cyberattaque marquante en date est survenue en juillet 2020. Il s'agit de Méo, un logiciel qui s'attaque aux serveurs mal sécurisés. Sa mission, nuire aux entreprises. Au total, des milliers de bases de données ont été affectées, avec comme principale victime la société UFO qui édite un VPN. Fin juillet 2021, le projet Pegasus dévoile un scandale de surveillance digitale ciblée mondiale. Le logiciel de pointe de la société sioniste NSO Group a été vendu à plusieurs États qui l'ont utilisé pour cibler d'une manière illicite des journalistes, des militants, des avocats et même des politiques. Un outil initialement prévu pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé a finalement été détourné à des fins d'espionnage. Pegasus cible essentiellement, ou du moins d'après ce qu'on sait, peut-être qu'il cible autre chose, mais il cible en premier lieu les téléphones, les iPhone, mais aussi les portables Android, donc les téléphones portables iPhone et les portables aussi Android. Et la façon dont Pegasus opère, c'est que les auteurs de Pegasus découvrent ou ont découvert des vulnérabilités dans le système d'exploitation de l'iPhone. Ça s'appelle l'iOS, ou dans certains cas de Android. Donc, ils ont découvert des vulnérabilités, donc des bugs en quelque sorte. Et ces bugs-là peuvent être exploités pour faire des choses comme pour faire du spyware, donc pour par exemple accéder aux SMS. Dans certains cas, les mots de passe. Le spyware aussi permet, dans certains cas, de contrôler la caméra et le microphone. Même la voix du propriétaire du téléphone en question peut être envoyée en fait à la personne qui contrôle le spyware. L'Arabie Saoudite, la Hongrie ou encore le Maroc figurent parmi les clients de NSO Group. La République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Ouganda, le Rwanda, le Togo et l'Algérie ont été ciblés par Pegasus. L'Afrique dans l'œil du cyclone des espions. Again, Pegasus case is a clear example where Le cas de Pegasus est un exemple clair où la cyberdéfense est utilisée au nom de la sûreté et de la sécurité nationale, où des personnes sont mises sous surveillance. Les hauts fonctionnaires, les hauts responsables politiques, les journalistes de pays spécifiques sont mis sous surveillance par des gouvernements utilisant des tiers. Ce qui est contre le droit international, qui est également contre les principes de base de certains pays. Si vous regardez Pegasus, sur ce qui a été fait, c'est le groupe NSO qui a créé une porte dérobée à travers laquelle les gens peuvent utiliser ce logiciel pour surveiller ou diriger une surveillance organisée contre des groupes spécifiques, contre le gouvernement, et surveiller activement leur communication, envahir leur vie privée et peut facilement découvrir ce qu'ils font. Dans le cas de Pegasus, une brèche a été utilisée pour surveiller activement un type spécifique de personnes qui jouent un rôle très important dans la société. Plusieurs gouvernements ont été impliqués dans Pegasus, ce dernier étant contre les principes fondamentaux des droits de l'homme. Son utilisation a provoqué un crime énorme à travers le monde. was against the basic principles of human rights. En août 2021, le scandale Pegasus a fait réagir les Nations Unies. Dans une déclaration conjointe,
des rapporteurs spéciaux onusiens appellent les États à suspendre la vente et le transfert de technologies de surveillance en attendant qu'une réglementation soit adoptée au niveau mondial. En novembre 2021, Anaso Group est blacklisté par les États-Unis. L'administration Joe Biden inscrit la société sioniste Anaso Group sur la liste d'entités aux cyberactivités malveillantes, reconnaissant de ce fait que Pegasus, le logiciel espion d'Anaso Group, est utilisé mondialement comme outil de répression. La décision de Washington de blacklister Anaso Group envoie explicitement un message fort à l'entreprise sioniste qu'il n'est plus question de tirer profit sans conséquence des violations des droits de l'homme. The main political issues in cyber defense is that Principal problème politique en matière de cyberdéfense, c'est que les acteurs étatiques au nom de la cyberdéfense utilisent des mesures pour surveiller d'autres États qui, selon eux, pourraient constituer une menace pour leur propre pays. Ainsi, l'aspect principal du respect de la cyberdéfense est lorsque quelqu'un essaie de surveiller d'autres États ou de compromettre des informations d'autres personnes au nom de la cyberdéfense qui pourrait envahir les principes mondiaux qui pourraient concerner la sécurité ou la paix mondiale. how you maintain global peace. Les révélations de l'affaire Pegasus de cette année auront permis de dévoiler les dérives et les dangers de l'utilisation de logiciels ultra puissants à des fins de surveillance ciblée illégale. L'année 2020 a enregistré une fulgurante recrudescence de cyberattaques. L'une des conséquences du Covid-19 sur la cybercriminalité représente un important changement de cible. Les attaques touchent beaucoup plus les multinationales, les institutions gouvernementales que les PME ou les particuliers. Nous avons tenté de décrypter ce fléau qui menace autant les individus, les entreprises que les nations. So I think post-COVID, this new form of digital Après crime le has Covid, cette increased. nouvelle forme de criminalité numérique a augmenté d'au moins 400% parce que les entreprises sont passées au web. Nous avons vu que la plupart des entreprises qui travaillaient hors ligne ont désormais besoin d'une technologie pour se maintenir et le confinement a assuré que les gens passent plus de temps en ligne. Beaucoup de travail à domicile a permis aux gens d'accéder à leur entreprise depuis le net. Donc, quelle que soit l'entreprise qui était hors ligne pendant et après Covid, elle est passée en ligne. Si vous regardez les restaurants les plus simples qui fonctionnent, ils livrent tout maintenant, des commandes en ligne. Il y a donc au moins une augmentation de 400% de la criminalité numérique. Identities which are created. Niveau de cybersécurité où c'est plus des organisations criminelles qui sont derrière à des buts de gain. On peut chiffrer maintenant le gain derrière la cybercriminalité en termes de coûts, ça tourne dans les centaines de milliards de dollars dans le monde. Bien sûr, derrière ça, il y a toute une industrie de protection dans le monde de la cybersécurité, où ça a augmenté. Maintenant, les éditeurs de sécurité, ils s'activent à mettre en évidence et mettre en place des systèmes pour parier à ces menaces-là. Et le marché maintenant des acteurs de la cybersécurité, il est aux alentours des 100 000, c'est un marché de 200 millions de dollars et qui croît d'année en année. On peut prévoir que l'année prochaine ou cette année-là, déjà, on atteint les 100 milliards de chiffres d'affaires dans le monde de la cybersécurité. Mais comment peut-on se protéger contre ces cyberattaques? Quels sont les pays les mieux protégés ou préparés? Beaucoup de pays ennemis, chaque pays veut déstabiliser l'autre pays, veut ternir son image. Donc les attaques, c'est vrai, à travers les médias traditionnels sont toujours d'actualité. Mais les médias les plus utilisés, c'est les réseaux sociaux. Donc on peut déstabiliser un pays comme les États-Unis dans des élections présidentielles à travers un réseau social comme Facebook. Et on a vu les effets. Donc c'est pour cela que certains pays interdisent l'utilisation de certains réseaux sociaux. Ils ont mis en place leurs propres réseaux sociaux justement pour se sécuriser, comme l'a fait la Chine.
La Chine, Facebook, il est inaccessible, mais ils ont le réseau social, WeChat, etc. Les pays les mieux protégés, c'est ceux qui ont le plus d'expérience dans le fait de contrecarrer les cyberattaques. Bien évidemment, plus vous contrecarrez les cyberattaques, plus vous protégez, plus vous savez vous protéger et plus vous êtes au courant de types d'attaques qui peuvent survenir. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que les cyberattaquants sont toujours en avance sur ceux qui se protègent. Pourquoi? La raison est simple, c'est que le cyberattaquant, il suffit qu'il réussisse une seule fois et c'est bon. Par contre, le défenseur, il faut qu'il réussisse tout le temps. Parce qu'il faut qu'il se protège tout le temps et qu'il arrive à se protéger tout le temps. Donc c'est beaucoup plus difficile de se protéger que d'attaquer. Un pays qui veut blanchir son image, il n'y a pas mieux qu'utiliser les mêmes armes qu'utilisent les pays ennemis pour ternir l'image. C'est les réseaux sociaux, donc avoir des pages Facebook, avoir des chaînes YouTube, Instagram, etc. Ce n'est pas un secret, on remarque que la plupart des chefs d'État, la plupart des responsables à travers le monde ont leur page Facebook, ont leur compte Twitter, etc. Et ils communiquent avec les citoyens, avec les médias, même avec l'étranger, à travers ces réseaux. Parce qu'une attaque qu'on reçoit à travers des pages Facebook ou bien à travers Twitter, en exploitant des données, en jouant sur les données, sur les images, sur les vidéos, et on sait l'efficacité de certains outils qui peuvent faire des photos préfabriquées et qui peuvent déjouer n'importe qui. Peut prendre une image avec une personne dans un environnement alors qu'il n'a jamais été là-bas, une vidéo qui montre quelqu'un dans une scène dans telle capitale alors qu'il n'est jamais passé par là. Donc ces vidéos, ça peut être accepté facilement par les citoyens. Heureusement qu'on arrive à réduire énormément les risques liés à ces cyberdélinquants, à ces cybercriminels. Alors, les actions, c'est du pur bon sens. Il faudra, au début, faire de la prévention. La prévention, faire à réduire au maximum cette fréquence des incidents qu'on peut subir. À travers quoi? C'est principalement en comprenant ce qu'on a à protéger. Les actifs, les données, les systèmes, tout ce qui est important pour l'organisation, tout ce qui est important pour l'entreprise, avec une estimation de leur importance. Ça permet après, justement, d'adapter et de dimensionner les défenses par rapport à cette importance-là. Il existe de nouvelles solutions adaptées aux grands types d'attaques, le deep learning. C'est une technique qui tente de reproduire le comportement du cerveau humain. Ces algorithmes identifient les attaques là où des systèmes moins perfectionnés ont failli à leur mission. À l'instar des antivirus ou des pare-feux, souvent à l'efficacité réduite face aux drastiques moyens déployés par les hackers. Concrètement, le deep learning est rattaché à l'intelligence artificielle et son étude est devenue standard dans le domaine de la cybersécurité. C'est son efficacité qui donne de l'espoir alors que de nombreux bâtiments industriels subissent régulièrement des attaques, comme les centres de traitement des eaux, cibles régulières des hackers selon des études. Strengthen cybersecurity by following best practices such as having. Nous pouvons renforcer la cybersécurité en adoptant les meilleures pratiques telles que le fait d'avoir un fournisseur de cybersécurité sécurisé qui travaille avec vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'avoir vos propres services de gestion de sécurité ou d'engager un tiers pour fournir des services de gestion de sécurité, d'avoir une cyberstratégie, de vérifier les politiques que vous ont mis en œuvre pour les cybersécurités sont suivies par des personnes sensibilisant votre organisation à ce qu'est une cyberattaque et à la manière dont elle se déroule. Tout cela est très important pour sécuriser toute une organisation ou État contre les cyberattaques. Il y a des menaces que l'on rêve d'exterminer et d'autres avec lesquelles il serait judicieux de cohabiter, à l'instar du Covid-19 et des cyberattaques. Les virus informatiques se raccordent aux virus biologiques,
Les experts en cybersécurité luttent quotidiennement contre ces attaques répétitives. Dans certains pays où les gouvernements n'ont pas évolué dans la maîtrise de ces technologies, sont restés dans les anciens outils, ont des difficultés à faire passer leur message vers leur peuple. Et ils voient que leur peuple répond beaucoup mieux à d'autres réseaux de l'étranger, à d'autres personnes qui communiquent bien à travers Facebook, Twitter, etc. Donc, et là, on essaye d'influencer les positions de certains pays à travers ces réseaux sociaux pour être de tel côté, ne pas de tel côté. Et si on n'arrive pas à maîtriser ces données, ces informations, on risque de trouver certains pays prendre des positions inexplicables. Il est important que les entreprises s'attachent à l'abnégation des experts. La prise en compte de leurs recommandations est donc plus que nécessaire. La digitalisation du monde devrait de ce fait s'uniformiser et se démocratiser, afin que toute tentative de cyberattaque soit prise en charge et pourquoi pas déjouée.